Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les informations et actualités retenues pour la région, suivi d'un reportage à Carignan qui a lancé sa politique culturelle et son plan d'action 2024-2026. Notre reporter Marie-Ève Brisebois s'est rendue à Saint-Mathieu-de-Belleuil pour assister à une conférence sur l'immigration donnée par M. Stéphane Henfield, avocat spécialisé en immigration et co-porte-parole pour le Parti québécois. On rencontre M. Sylvain Lapointe, directeur général du Covabar, pour revenir sur le nouveau plan directeur de l'eau. Finalement, Mme Nadine Villot, mairesse de Belleuil, revient sur la séance du Conseil du 22 avril dernier. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. Voici vos actualités et informations sélectionnées par l'équipe de TVR9. La Ville de Chambly souhaite rappeler que les activités de sollicitation à domicile sur le territoire de la municipalité sont encadrées par la réglementation municipale. Ainsi, en tout temps, les citoyens sont invités à adopter les bons réflexes en vérifiant que leur interlocuteur est autorisé à effectuer ce type d'activité. Selon le règlement en vigueur, toute personne souhaitant effectuer une activité de porte-à-porte pour le bénéfice d'une entreprise ou d'un organisme à but non lucratif doit au préalable obtenir un permis à cet effet auprès de la municipalité. Les citoyens peuvent demander au solliciteur une preuve attestant de l'obtention de permis que celui-ci est tenu de leur fournir. Il est également possible de communiquer avec un inspecteur du service de la planification et du développement du territoire pour valider si le solliciteur détient un permis ou non. Afin de soutenir ses citoyens dans leurs efforts d'entretien, la Ville de Carignan annonce la première collecte de branches de l'année 2024 prévue dans la semaine du 6 mai. Dans un souci d'efficacité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la collecte de branches à domicile, réalisée par l'équipe des travaux publics, est uniquement tenue sur réservation. En effet, les branches seront ramassées chez les citoyens qui auront effectué une réservation au préalable en appelant au numéro suivant ou en écrivant à info@carignan.québec au plus tard le vendredi midi précédant la date de la collecte. Les ventes débarras sont de retour à Saint-Mathieu-de-Belleuil. À noter qu'elles sont autorisées exclusivement les premières fins de semaine du mois à partir de mai et ce jusqu'en septembre. Elles sont sans frais ni inscription. Certaines conditions, par contre, encadrent l'activité. Tout d'abord, la vente doit se dérouler à l'intérieur des limites des terrains résidentiels. Aucune vente débarras ne doit avoir lieu ou empiéter sur le trottoir, sur la rue ou sur tout autre endroit du domaine public. Et à la fin de la vente, le requérant doit nettoyer complètement son terrain. On vous invite à vous inscrire votre vente débarras afin d'augmenter sa visibilité en transmettant par courriel votre adresse et la date de la tenue de votre vente débarras. Le député de Chambly, Jean-François Roberge, est fier d'annoncer qu'une somme d'1,2 million de dollars sera octroyée à Les Autobus Robert Limités, une entreprise de Saint-Basile-le-Grand, pour l'acquisition de 7 autobus scolaires électriques. Cette somme s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'accompagner les transporteurs dans l'électrification de leur parc de véhicules en remplaçant les autobus scolaires en fin de vie par des modèles propulsés à l'électricité. C'était vos actualités TVR9. TVR9 s'est rendu à Carignan, à la Maison des générations Ginette Grenier, pour le dévoilement de la toute nouvelle politique culturelle de la ville. Je suis avec Mme Audrey Hamel. Vous êtes directrice loisirs, culture et vie communautaire ici à Carignan et vous avez chapeauté ce projet qui a mené vers la politique culturelle. Le 2 novembre dernier, se sont tenus ici à la Maison des générations Ginette Grenier 2 ateliers, des comités. En quoi consistaient ces séances-là? Oui, en fait, le but, c'était de convoquer des gens qui travaillaient dans plusieurs secteurs. On avait les organismes, on avait des citoyens, on avait des artistes, on avait des jeunes. On avait aussi le secteur économique pour pouvoir ramasser le plus d'informations pour pouvoir les transférées dans un plan d'action, donc des actions concrètes. Donc, c'était un genre de brainstorming dirigé. En après-midi, on avait plus des gens qui travaillaient pas, donc on touchait un secteur bien précis. Le soir, on avait d'autres personnes. Puis, suite à ça, dans le fond, on a ramassé toutes ces informations-là. On avait des gros cartons avec plein d'idées. Puis, on a vraiment... on a priorisé, en fait, les actions parce que tout était bonne, évidemment. On les a gardées d'ailleurs, mais on a priorisé les actions qui étaient plus en lien avec nos grandes orientations de la politique.
Et c'est quoi qui est ressorti le plus à votre souvenir de ces séances-là? Il y avait beaucoup d'accessibilité. Donc, comment qu'on va chercher les différents types de population? On parlait beaucoup des jeunes. Comment qu'on va les chercher? Comment qu'on va chercher les nouveaux résidents, que ce soit issus de l'immigration ou des gens qui viennent de déménager? Ça, c'est beaucoup ressorti. Aussi de faire valoir notre patrimoine. Donc, comment qu'on peut parler de notre histoire à Carignan, même si elle est jeune. Carignan, c'est pas très vieux, mais on a beaucoup d'histoires qui datent de plus longtemps, mais aussi qui datent d'un peu moins longtemps. Puis d'être fiers de ça. Ça, c'est beaucoup ressorti. Donc, patrimoine, accessibilité, aussi intergénérationnel, ça ressort beaucoup. Donc, la richesse des personnes peut-être un peu plus âgées avec les plus jeunes, vice-versa. Ça aussi, comment qu'on peut faire valoir ces deux tranches-là, comment qu'on peut les ramener pour faire des activités ensemble, c'est beaucoup ressorti. Des activités historiques aussi, donc des grands événements historiques, c'est ressorti aussi. Donc, on va travailler là-dessus pour avoir... ramasser tout ça, là, puis faire vivre ces belles idées-là. Là. C'est ça, parce qu'avec cette politique culturelle-là, il y a un plan d'action. Donc, ce qui est ressorti de ces séances, on le retrouve dans les actions qui vont être faites au cours des 2 prochaines années. Et mais vous avez également mis sur pied un comité consultatif. Ça, c'est quoi le rôle de ce comité-là? Oui. Dans le fond, il a été nommé en séance du conseil au début avril. Puis, lui, il doit s'assurer de la mise en œuvre du plan d'action. Donc, c'est vraiment de 2024 à 2026, son mandat, c'est de voir à ce que les actions soient réalisées ou sinon, des fois, souvent, là, ce qui arrive dans un plan d'action, c'est que ça change un peu les actions, mais on s'assure qu'on suive la pensée initiale. Fait que ça, c'est le mandat du comité. Puis moi, dans le fond, je dois les informer. On se voit ponctuellement pour parler. Puis souvent, ben, ils vont être appelés aussi à m'aider, dans le fond, parce que c'est des passionnés. On a beaucoup d'artistes, on a des citoyens, donc ils vont venir m'aider à mettre en œuvre ces actions-là. Et dans le concret, dans les prochains mois, c'est quoi les actions qui vont être mises en œuvre en conférence de presse? Vous avez parlé d'un piano. À quoi on peut s'attendre pour les prochaines semaines, les prochains mois? Oui, bien le piano, on va le sortir dès qu'il va commencer à faire beau et chaud. Donc, on va le mettre sur la place centrale pour que les gens puissent avoir accès. On a aussi l'exposition là, qui est là, ça fait quelques jours qu'elle a été mise. Puis, on travaille sur un gros événement. Ça va être notre événement culturel. On n'en a pas qui est à saveur seulement culturelle au mois d'août. Donc, ça va s'appeler Carignan en couleurs. Ça, c'est vraiment un événement qu'on va mettre en place puis qu'on veut bonifier à chaque année. Donc, il va y avoir des créations d'artistes sur place directement, puis on s'inspire d'une couleur. Cette année, ça va être en jaune. Fait que c'est le gros événement qui fait partie de la politique culturelle là, qu'on va mettre en place. On a déjà commencé à travailler là-dessus. Là. Ouais. Oui, donc, un événement à ne pas manquer, puis on va évidemment suivre toutes ces actions-là qui découlent de votre nouveau plan culturel. Merci, Madame Hamel. Bien, ça fait plaisir. On s'est rendu à Saint-Mathieu-de-Belleuil pour assister à une conférence sur l'immigration donnée par M. Stéphane Henfield, avocat spécialisé en immigration et co-porte-parole au Parti québécois. La question de l'immigration, c'est une question qui est majeure, je pense qui est incontournable au Québec et qui a aussi d'autres éléments comme toute la question de la démographie, de la question, on pourrait ajouter aussi la question linguistique, là, veut pas, quelle incidence ça peut avoir, en tout cas, dépendant de la façon dont on gère le dossier de l'immigration sur le démo linguistique au niveau québécois. Monsieur Henfield, vous avez animé aujourd'hui une conférence sur les multiples facettes de l'immigration. Tout d'abord, quels sont les principaux points que vous avez abordés? Bon, on a abordé la différence entre un résident permanent versus un résident temporaire, demandeur d'asile versus un réfugié. On a abordé aussi la question du chemin Roxham, de la situation des demandeurs d'asile aux aéroports. Les résidents temporaires, le nombre de résidents temporaires qui a explosé au cours des dernières années au Québec. Bref, on a essayé de démystifier tout ça parce que c'est quand même assez complexe là, lorsqu'on parle d'immigration. D'ailleurs, pouvez-vous nous faire un peu un portrait de la situation au niveau provincial pour le dossier de l'immigration? Bien, comme je le mentionnais pendant la conférence, c'est un peu la perte de contrôle. On le voit que le Québec n'a pas beaucoup de pouvoir en matière d'immigration, à part ce qu'on appelle l'immigration dite économique. Il ne le contrôle sur rien d'autre. Donc, sur les résidences temporaires, entre autres, là, qui, depuis 2015, on passe de 3 600 résidents temporaires à près de 175 000 qui sont arrivés en 2023, ce qui augmente le chiffre à plus de 550 000 résidents temporaires actuellement au Québec. Donc, c'est vraiment une perte
perte de contrôle. Ça amène évidemment plusieurs problématiques au niveau de la capacité d'accueil. Donc, crise du logement, manque de place en CPE, en garderie, manque de profs, francisation, etc. Donc, évidemment, il faut aborder ces questions-là lorsqu'on parle de l'immigration. Et selon votre expertise, quelles sont les actions qui devraient être mises en place en premier, prioritairement? C'est de regarder au niveau du nombre de résidents temporaires. Je veux dire, le Québec est incapable de gérer, d'absorber ce nombre assez quand même important. On parle d'un demi-million de résidents temporaires actuellement au Québec. Comme je le mentionnais, on fait une crise du logement. Les gens sont incapables de trouver des médecins de famille, incapables de trouver une place en CPE. On parle du transport collectif. Alors, il faut que les deux paliers gouvernementaux, donc Québec, Ottawa, s'entendent sur une solution à court terme. Je veux dire, je voyais certains partis qui militent pour la création d'un comité d'experts. Je veux bien, mais ça va prendre combien d'années avant que ce comité soit en place, alors qu'on a besoin des actions maintenant. C'est la raison pour laquelle, entre autres, le Parti québécois propose un gel. Donc, essayons de geler présentement, donc ne pas accepter davantage de nouveaux résidents temporaires, parce que si la tendance se maintient, c'est plus de 200 000 qu'on va recevoir probablement en 2024. Alors, ça va tout simplement accentuer la pression sur les services qui sont offerts actuellement par Québec. Et suite à votre conférence aujourd'hui, quelles sont les questions citoyennes que vous avez reçues qui vous ont un peu surpris? Est-ce que les citoyens sont au courant de la situation exactement telle qu'elle est? Bien, c'est beaucoup de préoccupations au niveau, je trouve, de la capacité d'accueil. C'est ce que j'ai cru comprendre. Les gens s'interrogent sur les actions qui peuvent être prises et surtout, en fait, ce que j'ai vu aussi, ce que j'ai constaté, c'est que les gens sont étonnés du peu de contrôle que le gouvernement du Québec possède en matière d'immigration. En fait, on ne contrôle rien pratiquement. C'est pas le gouvernement du Québec qui émet les visas. C'est pas le gouvernement du Québec qui émet les permis. C'est pas le gouvernement du Québec qui émet la résidence permanente. Alors, le gouvernement du Québec ne contrôle pas non plus sa frontière. Alors, on a très peu de contrôle sur notre immigration. Et quels sont les commentaires que vous avez reçus de la part de nouveaux immigrants? Est-ce que l'accueil a été favorable ou ils ont eu beaucoup d'embûches, en fait? J'ai pas vraiment de commentaires négatifs des nouveaux arrivants. En tout cas, moi, dans ma clientèle, j'ai pas vraiment de commentaires négatifs, à part les délais. Les gens trouvent que c'est très long avant que leur dossier soit traité, avant que leur dossier soit transmis au tribunal de l'immigration, avant qu'il y ait une audience. Je le mentionnais pendant la conférence, avant d'être entendu sur sa demande d'asile devant le tribunal de l'immigration, en décembre 2023, les délais étaient d'environ 20 mois. En quelques semaines, quelques mois, c'est passé à plus de 38 mois. Donc, moins de 2 ans à plus de 3 ans, c'est excessivement long. Obtenir un permis de travail, c'est long aussi. Obtenir, évidemment, la résidence permanente, bien là, selon les différentes catégories, ça peut prendre 2, 3 ou même 4 ans. Donc, c'est au niveau des délais qui est problématique. Les commentaires négatifs qu'on reçoit, c'est surtout à ce niveau-là. Donc, l'enjeu principal est le délai, mais aussi l'arrivée de masse. Est-ce que vous diriez que le Québec est sur la bonne voie en ce moment pour gérer tout ça? Absolument pas. Comme je le mentionnais, l'immigration, tant au Québec qu'à Ottawa, c'est une perte totale de contrôle. On n'a pas le contrôle, on a le contrôle sur rien. Et si on regarde les chiffres, on risque d'être assez surpris du nombre de demandeurs d'asile que le Québec risque de recevoir. On a vu là, les statistiques pour les 3 premiers mois de l'année. Si la tendance se maintient, 2024 risque d'être une année record pour les nouveaux demandeurs d'asile qui soumettront une demande au Québec, ce qui va accentuer évidemment le nombre de résidents temporaires. Si Ottawa et Québec ne s'entendent pas sur une diminution, entre autres, des travailleurs, des étudiants, bien évidemment, on va frapper un mur. Tôt ou tard, on risque de frapper un mur et j'ai l'impression que le mur arrive beaucoup plus tôt qu'on pense. Et merci, M. Enfield, pour toutes ces explications en fait sur l'immigration et pour l'entrevue aujourd'hui. Ça fait un plaisir. Au revoir. Après la pause, on est allé rencontrer M. Sylvain Lapointe, directeur général du Covabar, pour parler du nouveau plan directeur de l'eau. L'histoire d'ici, ce sont 12 rencontres avec d'éminents spécialistes sur différents aspects de l'histoire de la vallée du Richelieu. C'est un rendez-vous, c'est votre histoire.
Le 1er mars dernier, le Covabar a déposé son plan directeur de l'eau 2024-2034 et on est avec M. Sylvain Lapointe, directeur général du Covabar, pour parler des grandes lignes de ce fameux PDE. Oui, dans notre jargon, le PDE, qui est le plan directeur de l'eau. Et en quoi ça consiste, ce plan-là? Bien, le plan directeur de l'eau, dans le fond, c'est une grande plaque stratégique, que je pourrais dire d'une certaine façon, sur les actions éventuellement pour les 10 prochaines années. À l'instar des 39 autres organismes de bassin versant du Québec, chacun a eu à faire la mise à jour de son plan directeur. C'est des plans pour 10 ans. Et on peut prétendre que les 40 du plan directeur deviennent, dans le fond, le grand plan directeur du ministère de l'Environnement pour la gestion de l'eau. Et ça permet justement un peu de déterminer des dénominateurs communs, éventuellement des concentrations aussi, peut-être d'actions éventuellement à subventionner. Ça permet aussi au gouvernement justement d'orienter éventuellement les actions ou les programmes de subvention. Et selon vos observations, est-ce que la plupart des organismes ont les mêmes préoccupations ou d'une région à l'autre, ça varie beaucoup? Bien, c'est sûr que chaque région a ses spécificités, mais il y a quand même, quand on regarde en particulier la qualité de l'eau, érosion des berges, etc., c'est quand même des problématiques que je dirais qui sont quand même propres à plusieurs régions. Alors ça fait partie éventuellement du PDE et à partir des problématiques qu'on expose, bien, on détermine dans le fond des objectifs, il y a un plan d'action qui va suivre. Et par exemple, vous l'avez nommé, la mauvaise qualité de l'eau, ça peut ressembler à quoi un plan d'action pour contrer cette problématique-là? Éventuellement, un des objectifs qu'on a dans notre PDE, c'est de diminuer le nombre de surverses. Alors, c'est d'accompagner les municipalités éventuellement, justement, pour faire en sorte qu'ils puissent tout améliorer leur réseau combiné, puisque les réseaux combinés dans les municipalités contribuent à un volume supplémentaire d'eau, donc qui crée des surverses. Alors, c'est le genre également améliorer les usines de filtration d'eau, etc. Alors, il faut comprendre que ce n'est pas le Covabar comme tel qui doit agir, mais l'ensemble des acteurs de l'eau. Alors, les municipalités, d'ailleurs, 70 personnes ont participé à la co-construction de la mise à jour de notre plan de directeur de l'eau. Des gens qui provenaient des MRC, des villes, également des organismes environnementaux et des ministères. Alors, ces gens-là, avec leur savoir, d'une certaine façon, leur connaissance, viennent d'une certaine façon alimenter notre réflexion pour faire en sorte qu'on puisse éventuellement déterminer le plan d'action. Et si vous regardez le plan qui s'est terminé en 2024, donc 2014-2024, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui ont été mises en place? Est-ce que ça avance à la vitesse que vous voulez? Je dirais que c'est un work in progress. Je peux employer le chinois, dans le sens qu'effectivement, en fonction de la qualité de l'eau, il nous reste quand même beaucoup de choses à améliorer. Question d'érosion des berges, si on regarde, il y a beaucoup quand même, si on regarde les efforts qui ont été faits par les producteurs agricoles dans les 20 dernières années en matière d'agro-environnement, on peut dire qu'on a avancé, mais il reste encore du chemin à faire pour réellement protéger l'ensemble de nos bandes riveraines sur le long de nos cours d'eau. D'autant que sur notre bassin versant, outre la rivière Richelieu, qui a 124 km, on a 3500 km de cours d'eau. Alors donc, ça fait une tâche quand même qui est assez importante. Oui. Alors, les bandes riveraines, je dirais qu'il y a quand même eu de l'avancement à ce niveau-là. Sur la protection également, le Chevalier Cuivré, parce que le Covabar est membre du comité de rétablissement du Chevalier Cuivré. Alors là aussi, il y a quand même de l'amélioration si on regarde sur la qualité. Il y a encore du chemin à faire, mais sur la qualité globale de la rivière, il y a quand même eu des avancements réellement depuis 20 ans. Là. Oui. Donc, est-ce que vous considérez que vous êtes assez optimiste là, pour la suite des choses? Bien, dans le fond, on est optimiste, mais le plan d'action qui va découler, qu'on va élaborer bientôt, bien, il faudra aussi que les fonds suivent d'une certaine façon, parce que le plan va être aussi efficace que la hauteur, d'une certaine façon, du financement de ce plan d'action-là. Et une des préoccupations, c'est les conflits d'usage sur le Richelieu. Et ça, c'est un dossier qui a bien avancé là, dans les derniers mois. Oui, dans le sens que, bon, on a ce qu'on appelle dans la MRC de la vallée du Richelieu, les 4 municipalités du Nord qui ont obtenu leur règlement sur la vitesse. Nous, en parallèle, le Covabar, on travaille également avec Fondation Rivière pour un plan de cohabitation durable de la rivière Richelieu, alors qui fait en sorte qu'on va déterminer des zones de partage de la voie fluviale, juste de la voie de navigation.
On travaille, c'est un grand projet de concertation qu'on travaille avec les gens du tourisme, avec les MRC et Nautisme Québec. Alors, en ce sens-là, on souhaite justement amener une nouvelle façon, un nautisme responsable aussi, et faire en sorte que les gens puissent se partager la rivière, parce que oui, c'est la source d'eau potable de 300 000 personnes, mais c'est aussi le terrain de jeu de beaucoup de gens, et aussi, dans le fond, un élément touristique, récréo-touristique important aussi pour la Montérégie. Puis, un des éléments là, que vous pourriez apporter aussi, c'était par rapport à la consommation de l'eau, oui. De réduire la consommation? Oui, effectivement, parce que, dans le fond, les gens au Québec ne sont pas conscients du coût de leur eau potable, dans le fond, au niveau du robinet. Alors, en ce sens-là, plus on consomme, plus on doit filtrer d'eau, donc ça augmente les coûts. Alors, en ce sens-là, en diminuant notre consommation d'eau, bien, il est évident qu'on contrôle une partie du coût de production d'eau. Alors, c'est quand même important. Puis, c'est de faire aussi en sorte de ne plus prendre pour acquis que notre eau est éternelle d'une certaine façon et en abondance, parce qu'il y a quand même un coût, veut pas, à cette filtration-là, à cette production-là d'eau potable. Oui, définitivement. Donc, bien évidemment, on va rester à l'affût de la suite des choses et du plan d'action qui va être mis en place pour ce fameux PDE. Merci. On accueille en studio Mme Nadine Villot, mairesse de Belleuil. Bonjour, Mme Villot. Bonjour. Donc, la dernière séance du Conseil s'est tenue le 22 avril dernier. Plusieurs dossiers ont été discutés, notamment la Ville va amener un règlement omnibus. En quoi consiste un règlement omnibus? Le règlement omnibus, c'est un outil qu'on utilise dans les villes pour faire plusieurs modifications au même moment. Donc, pour nous, en fait, c'est le moment idéal pour aller clarifier certains règlements, aller corriger des coquilles. On a des le, la, les, un, dans des règlements qu'on a vus qui sont mal écrits. Donc, tout ça nous permet de faire plusieurs modifications en une seule étape. Ça nous permet de gagner du temps, beaucoup de ressources aussi. Mais ce qu'on voulait, c'est être transparent dans la démarche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en place un petit outil pour expliquer à la population, en fait, le contenu du fameux règlement omnibus. Donc, à quoi ça va nous servir? Qu'est-ce qu'on va identifier? Qu'est-ce qu'on va modifier? Parce qu'il y a plusieurs modifications au même moment. Donc, on a préparé cet outil-là pour les citoyens et on a fait même aussi une capsule vidéo à la direction de l'urbanisme pour expliquer plus en détail, en fait, là, les portions de ce règlement-là. C'est important pour nous d'être transparents, de vulgariser le mieux possible à nos citoyens là, ce que pouvait représenter une modification comme celle-là, qui est quand même assez grande. C'est un premier d'une série qu'on va avoir cette année. Donc, ces outils-là qui sont déjà disponibles sur le site Web de la Ville. Vous avez également amené la possibilité pour les résidences de faire de la gestion différenciée sur leur terrain. Oui. Donc, gestion différenciée, c'est quelque chose que la Ville fait déjà dans la sphère publique. Oui. Mais là, c'est de permettre aux résidents de le faire également. Tout à fait. Dans le fond, c'est qu'on ramène une partie de la nature dans nos espaces publics. On a vu, là, dans le fond, qu'on a des grands pans de gazon qui servent souvent à rien. Donc, on ramène la nature, les belles fleurs sauvages, mais dans nos règlements, on ne permettait pas aux citoyens de le faire. Donc, c'est important de pouvoir offrir cette option-là à nos citoyens pour qu'ils contribuent eux aussi à la faune et la flore de Belleuil. Mais il était très, très important pour le Conseil d'amener toute la nuance, en fait, au niveau de l'entretien. On ne veut pas avoir des espaces qui sont mal entretenus. On ne veut pas avoir cette impression-là. Il faut avoir un esthétisme qui est bien important à travers ça. Donc, on a des règles qui vont encadrer. On va avoir 2 à 5 mètres qui vont être exigés là, au pourtour de ces aménagements-là pour justement s'assurer qu'on entretient bien là, nos plates-bandes. C'est important. Oui. Et ça, est-ce que c'est pour toute la période de l'été ou c'est principalement le mai-juin? C'est pour l'ensemble de l'été. Oui, 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 tout à fait. Bon, on est ville amie des abeilles, donc nos abeilles ont besoin de butiner tout l'été. Alors voilà, on le propose. Oui, et si on reste là, dans l'environnement, dans la nature, le 21 avril dernier, à la veille de la Journée de la Terre, vous avez souligné en fait cette journée en récoltant des déchets. Ben oui, en fait, ça fait plusieurs fois qu'on fait un bicollectif. Là, on invite la population à venir ramasser les déchets avec nous. Donc, dimanche matin, on était une trentaine de bénévoles. C'était vraiment agréable. Il y avait plusieurs enfants qui étaient là, un peu froid. Mais on a ramassé quand même 559 livres de déchets
Quand on cumule depuis 2021, là, dans nos engagements, on a amassé, en fait, on a dépassé notre première tonne de déchets ramassés à Belleuil. Donc, c'est pas peu dire, là. C'est une fierté, mais en même temps, c'est un retour, une introspection sur notre surconsommation aussi. Puis j'invite d'ailleurs toute la population à participer s'ils peuvent. Là. Un 2 heures comme ça, là, ça nous conscientise énormément sur notre capacité d'agir puis de faire une différence dans la surconsommation. Oui. Et le 21 avril dernier, il y avait combien de personnes qui ont participé à cette activité-là? On était une trentaine. Oui, c'est ça. Puis on était accompagnés par des employés de la ville qui étaient là. Il y avait Mission Milton aussi, qui est un organisme là, qui, à travers le Québec, là, qui fait la sensibilisation puis fait des ramassages de déchets aussi. Donc, on était bien accompagnés. Et donc, si quelqu'un souhaite participer, souhaite s'impliquer, est-ce qu'il va y avoir d'autres journées comme celle-là? Le 25 mai prochain, on n'a pas encore le lieu exact. On attend de voir où il y aura beaucoup de déchets à ramasser. On va pouvoir vous tenir au courant, mais le 25 mai prochain, c'est une date à mettre déjà au calendrier. Oui, donc pour celles et ceux là, qui veulent s'impliquer, puis sinon, pour ceux qui ne veulent pas nécessairement se déplacer, bien, comme vous l'avez dit, c'est de faire un peu de rétrospection, de se dire, est-ce qu'on consomme trop? Puis ces déchets-là, où est-ce qu'ils s'en vont? Est-ce qu'ils s'en vont dans notre nature? Donc, un beau rappel, en fait, pour les gens. Tout à fait. Merci, Mme Viaud, d'être passée à nos studios aujourd'hui. Merci à vous. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. On vous invite à vous rendre sur le tvr9.com pour voir ou revoir l'ensemble de notre programmation ainsi que nos archives. Et pour du contenu exclusif, c'est le tvr9endirect.com. Vous y trouverez une programmation unique telle que les conférences de la Société d'histoire de Chambly ou encore un dossier complet dans le dossier Nordvolt que nous continuons à nourrir au fur et à mesure de l'avancement du projet. Sur ce, bonne semaine à tous. Bonjour, mon nom est Billy Robinson et je vous invite à mon émission Parole d'auteur, une émission où l'on reçoit des auteurs et des autrices de la Montérégie, mais aussi d'un peu partout au Québec. Durant cette émission, nous parlons de leurs œuvres, mais aussi du processus d'écriture et bien sûr des influences qui les ont marquées au courant de leur vie. Je vous attends sur les ondes de TVR9, votre télé citoyenne.